bonjour à tout le monde, merci à tous d'être là. On va reprendre pour cette deuxième journée de notre colloque L'Entre-deux-Bars, une ethnographie de la transformation des ensembles des logements collectifs par leurs habitants. Du coup, la première journée était plutôt centrée sur la question du projet moderne, de la modernité et de la mesure et des mesures de la modernité. Et cette deuxième journée, elle sera plus axée sur la question du faire-ville et des habitants que nous pouvons étudier à partir justement de ces interventions, cette dimension d'autoproduction de l'habitat et de la ville dans les logements collectifs. Donc là aussi, comme hier, on commencera notre tour du monde de logements collectifs et de les transformations faites par les habitants. Nous allons commencer avec notre premier grand témoin. Alors on s'excuse parce qu'apparemment toutes les personnes qu'on a invitées en tant que grands témoins ne se sentent pas super à l'aise avec cette définition. Mais pour nous c'était important de pointer les deux journées avec des introductions plus ou moins thématisées, en tout cas thématiques pour qui retrace de notre point de vue des moments de réflexion, en tout cas qui nous ont aidés à réfléchir à la recherche, à monter en généralité par rapport à toutes les observations de terrain qu'on a pu faire nous, et donc ça nous semblait utile de le partager avec nos invités. Donc j'en profite aussi pour remercier énormément nos traducteurs là-haut, John Crisp, qui est aidé aujourd'hui, et hier aussi, par Susanna Henti. Donc on va les applaudir parce que vraiment hier, ils ont fait un super boulot. Et voilà, et du coup on va commencer cette journée et comme d'habitude nous allons avoir une première présentation de notre grand témoin de ce matin, et ensuite on aura 5 présentations, avec pas de pause, sans pause, et un débat avant le déjeuner, et ensuite on se retrouve à 14h30 pour la deuxième session avec 6 présentations. Là on aura une petite pause entre les 3 présentations. Et ensuite, voilà, on continuera comme ça. Et si vous y arrivez, on vous conseille de rester jusqu'à la fin, puisque hier aussi, le débat, bien évidemment, à la fin d'une journée, il est beaucoup plus riche et plus, avec beaucoup de matière à l'appui pour débattre entre nous. Voilà, donc merci encore d'être là. Oui, on se permettra à la fin de la journée d'avoir quelques mots de conclusion. On avait décidé d'introduire aujourd'hui. On trouve que c'est finalement pas plus mal, et avec le timing de la journée, de faire un point à la fin de ces 2 premières journées donc, du colloque de l'Entre-deux-Bars. Je vais présenter Michel Agier, qui est donc anthropologue, directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'Institut de recherche pour le développement, et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches et enseignements portent sur les relations entre la mondialisation humaine, les migrations et la formation des villes. Il mène et coordonne depuis 2000 des recherches de terrain en Afrique, au Proche-Orient et en Europe sur les réfugiés et migrants. Il dirige depuis avril 2016 le programme Babels, la ville comme frontière, lauréat de l'ANR, Agence nationale de la recherche France 2016-2018. Et je rajouterai qu'on a eu le plaisir d'avoir Michel avec nous quelques jours l'année en 2015 à Oulan-Bator pour arpenter cette ville qui a fait l'objet d'une présentation hier. Voilà, donc voilà, bienvenue. Laissons la parole. Je vais aller droit au but et vous dire ce que j'ai pu élaborer déjà depuis quelques années autour de l'idée de faire ville. Je partirai de Henri Lefebvre dans Le droit à la ville, qui dit que la ville est un objet virtuel, assertion qui a été ensuite largement creusée et confirmée par le constat que faisait Lefebvre par extrapolation de la ville existante, qu'on allait vers une société toute urbaine autant que planétaire.
Et donc l'idée même de ville devenait de moins en moins incarnée. Cela donna plus de force théorique et politique à l'idée d'une virtualité de la ville. Plus récemment, David Harvey observait à la suite de Lefebvre que le droit à la ville pointe au fond, je cite, vers quelque chose qui n'existe plus. Le droit à la ville est un signifiant vide, écrit-il. Tout dépend de qui va le remplir. Et comme en écho, on peut remarquer que les acteurs des mouvements sociaux de ces dernières années, qui en appellent au droit à la ville, d'une part n'ont pas forcément lu Henri Lefebvre pour porter ce terme-là, mais aussi ont fait de cet appel un horizon de leur action en milieu urbain et en transformant l'urbain. Dans ce sens, la question qu'il me semble possible de poser, un peu différente de celle de David Harvey, c'est de quoi, de quel sens, de quelle matière se remplit ce signifiant vide appelé droit à la ville. Et la réponse que je propose est la suivante: la ville est essentiellement faite de mouvements. C'est donc la description et la compréhension du mouvement permanent de transformation urbaine dans le temps et dans l'espace qui peuvent constituer l'apport d'un regard de terrain, d'un regard ethnographique dans la ville. Et ce mouvement serait donc celui du faire-ville. Il est poussé par une absence, la ville est morte, écrivait encore Lefebvre, et il est tiré en avant par une image, un mythe perdu, un horizon inatteignable. Nous n'avons plus que des villes idéales ou des villes de science-fiction, disait encore Lefebvre, et selon le philosophe de la ville Jean-Christophe Bailly, nous voyons derrière toute ville, je cite, le fantôme d'un idéal perdu. De la perte provient la virtualité de la ville, un appel, une exigence. C'est un horizon ouvert, c'est le mouvement permanent du faire-ville qui peut nous permettre de retrouver quelque chose de la ville qui s'est perdu, mais que nous retrouvons aussi dans des expériences concrètes de l'espace. Chose humaine par excellence, la ville est la forme la plus complexe et raffinée de la civilisation, écrivait Claude Lévi-Strauss, mais elle lui paraissait aussi être le lieu d'une individualisation extrême et d'un brouillage des limites sociales, allant jusqu'à l'insaisissable chaos. Multitude sans totalité, la ville serait donc trop hétérogène pour que l'ethnologue pût accéder à sa complexité sans s'y perdre. Alors même qu'elle était généralement pour lui-même, comme pour les ethnologues en général, le lieu de son repos, le lieu de sa propre vie familiale, en partie professionnelle. Ce qui faisait dire à Lévi-Strauss qu'au mieux, la ville pouvait être, selon des mots de dérision qu'il eut sur ses commentaires sur la ville de São Paulo entre 1935 et 1939, la ville pouvait être, selon ces mots, le lieu d'une ethnographie du dimanche, en se promenant. Pourtant, cette démarche ethnographique, qui est fondée sur l'enquête personnelle, relationnelle, locale, micrologique, qui a semblé justifier cette supposée incompatibilité entre l'anthropologie et la ville immense, complexe, impénétrable, cette démarche est précisément celle qui peut fonder la possibilité d'un regard anthropologique sur la ville. Alors, mon argument est d'abord épistémologique. C'est un rapport de construction et déconstruction entre le terrain d'enquête et l'objet de recherche qui rend possible ce regard anthropologique sur la ville. Autrement dit, la réponse à la question de savoir si une anthropologie de la ville est possible se trouve au cœur même de la pratique de l'anthropologue, du mode de connaissance qui construit et déconstruit ses objets de recherche à partir de sa manière particulière, empirique, relationnelle, réflexive, d'appréhender le terrain. Est-ce que je vois existe et comment ce que je vois existe comme formation sociale, comme espace reconnu comme tel?
Alors cette attitude de construction et déconstruction permanente peut servir aujourd'hui quand nous constatons ce désarroi général des spécialistes de la ville sur la fin de la ville, sur le monde et l'urbain déterritorialisé, planétaire, et un monde qui se fragmente en son sein selon le principe d'un urbanisme affinitaire, selon Jacques Donzelot. Nous pouvons opposer à ce désarroi les questions de la démarche d'une anthropologique de la ville, puisqu'elle vise à comprendre toujours la genèse et le processus de la ville en général, et de chaque ville en particulier. Comment cet espace s'est-il constitué? Comment ce lieu que j'observe est-il devenu un lieu pour ceux qui l'habitent? Elle vise donc, cette démarche de l'anthropologique de la ville, elle vise donc à décrire les commencements de villes partout où ils ont lieu. Ainsi, la compréhension des villes aura tout à gagner à se porter non plus seulement vers ce qui se perd dans les espaces de la non-ville, pour reprendre le terme de Françoise Choé, mais aussi vers ce qui y naît, comment est cela né, comme l'expression d'une dialectique plus générale du vide et du plein, du faible et du fort. Cette attention à la constitution de toute chose par sa limite m'amène logiquement à saisir la ville à partir du vide laissé par sa non-existence, à partir de sa limite, après sa limite, de sa négation, de son dehors ou de sa marge. Le moins lointain de tous les ailleurs, pour reprendre la belle formule de Jean-Christophe Bailly à propos de la banlieue en France. Le moins lointain de tous les ailleurs. C'est le point d'observation idéal du mouvement et du passage d'un état à un autre, d'un environnement ou d'une condition à l'autre. C'est ce qui me conduit à considérer que l'ethnographie des marges, de ce qu'on appelle les marges, ou plus près de ma propre définition, l'ethnographie des limites ou l'ethnographie des frontières, est la méthode idéale d'une anthropologie de la ville. Non pas donc la marge comme fait social, idéologique, géographique, culturel, mais la marge comme position épistémologique et, au sens très large, politique. Saisir la limite de ce qui existe et qui existe sous l'apparence officielle de l'inachevé face à un centre ou une ville elle-même qui serait achevée, établie, ordonnée, centrale et dominante. C'est ce qui permet de percevoir la dialectique du vide et du plein et de décrire ce qui, à partir de presque rien ou d'un état apparemment chaotique ou ruineux, en ruine, peut faire ville. Alors, j'ai fait une série d'enquêtes en Afrique, en Amérique latine, et je me suis intéressé à plusieurs processus dans les quartiers dits marginaux de fondation de la ville à partir des marges urbaines, quartiers populaires ou invasions, établissements provisoires de migrants, campements, camps de réfugiés, ou autrement dit, pour le dire de manière plus générale, à penser la ville à partir des espaces précaires et d'un certain désert de biens, désert de sens et de relations. Il existe de multiples manières de faire ville. De multiples processus nous parlent d'un commencement de ville en général, comme celui, bien évidemment, qui m'a semblé possible de mettre en évidence en observant les camps de réfugiés ou les campements de migrants que j'ai considérés comme des brouillons de ville. Ce qui se passe dans ces lieux, campements, camps, etc., c'est qu'avec le temps, ce qui émerge de l'intérieur de ces lieux, dès qu'ils durent quelques mois, quelques années, voire des décennies, ce qui émerge de l'intérieur de ces lieux précaires, à la place des premières tentes et bâches d'urgence, ce sont des portions de ville faites de toiles, de ferraille ou de bois. Des planches ou des grillages volés près du port servent à fabriquer les armatures des cabanes. Des palettes de manutention sont posées sur le sol pour isoler les planchers, alors que les murs, eux, sont isolés grâce à des plaques polystyrène récupérées et assemblées, le reste de ces murs étant fait de bâches, de toiles plastifiées
et de carton. Des bouts de moquette récupérés deviennent des tapis de sol et des patchworks de tissus et de couvertures font des rideaux. Ce sont des citadins aménageurs qui apparaissent donc dans ces lieux nés comme abris, cachettes. Ce qu'ils font ressemble à ce qu'on appelle dans les quartiers périphériques d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine des quartiers spontanés, informels ou en autoconstruction. Les pratiques et les savoirs appris et expérimentés dans des situations sociales précaires sont comparables. À partir de la matière première disponible, terre, eau, bois de forêt, ou de la matière résiduelle de produits manufacturés, planches, palettes, bâches plastifiées, toiles de sac, feuilles métalliques d'emballage, plaques de polystyrène, toute une architecture des campements se développe, comme ailleurs, une architecture des favelas ou une architecture des bidonvilles. En Afrique, en Amérique latine, bien sûr, la part d'urbanisation dite informelle est très importante. Sans doute le tiers ou les 3/4 de l'ensemble de la forme urbaine. Dans ces contextes, la ville, si elle est saisie entièrement et sans jugement, peut être décrite comme un espace multiforme et très largement précaire. Les mots bidonville ou slum ou favela résonnent aujourd'hui partout, médiatiquement ou sur le plan politique. Ils sont pourtant inopérants et même contre-productifs sur le plan de la connaissance. Parce que c'est de la ville d'abord, c'est de la ville mais autoconstruite. C'est de l'habitat urbain mais en planche, en toile plastifiée ou en carton, qui se transformera progressivement en utilisant des matériaux plus solides, briques, ciment, etc. En suspendant tout jugement esthétique, culturel ou social, toutes ces formes sont à considérer comme partie d'un processus de ville dans des contextes d'inégalité. Face à quelques grandes favelas ou complexes de favelas, comme on dit maintenant à Rio, on peut être amené à comparer et reconnaître une forme urbaine aujourd'hui connue dans le monde entier à travers les médias et la recherche, si ce n'est les politiques publiques, celle des méga-slums. Une forme que partagent aussi, par exemple, les quartiers et zones nommés Chalco à Mexico, Agua Blanca à Cali, New Bell à Douala, Dharavi à Mumbai et bien d'autres. Le terme générique qui les désigne, slum, bidonville, et plus encore le mot méga qui va avec, méga slum, ont l'inconvénient de stigmatiser globalement la population qui l'habite, qui les habite, et de la rendre sociologiquement beaucoup plus homogène qu'elle n'est en réalité. En revanche, ils révèlent une forme urbaine largement répandue dans tous les pays du Sud, et on peut penser que la publicité qui leur est faite aide à les sortir un peu de leur invisibilité, ce qui peut contribuer à en faire un objet de recherche et de débat public. Mais pour le chercheur, il faut décrire et comprendre des processus dont les formes que nous observons à un moment T ne sont qu'un moment. C'est ce que je voudrais tenter ici, en gardant à l'esprit cette proposition qui guide ma réflexion, la compréhension du faire-ville comme processus général, voire universalisable de la ville. De quelle ville la favela est-elle le nom, pourrait-on demander ? Si la favela est célèbre dans le monde, c'est qu'elle désigne un processus universel de conquête de l'espace. Elle incarne une modalité de ville comme mouvement. Favela, slum, bidonville, il faut à la fois oublier et déconstruire les mots pour retrouver le sens des processus qu'ils ne font que nommer. Dans le cas des invasions qui sont à l'origine des favelas, que s'est-il passé ? Quelqu'un est arrivé et a occupé un espace vacant. Puis une autre personne est arrivée, déclarant être le propriétaire ou avoir un droit sur cet espace, et elle a dit « Je vous laisse occuper l'espace à condition qu'on se mette d'accord
sur ceci ou cela. Par exemple, vous allez être ma clientèle électorale. Oui, d'accord, répondent les occupants, nous serons votre clientèle électorale, mais à telle et telle condition, etc. Et il y a négociation. Mais pour qu'elle existe, cette négociation, il faut qu'il y ait eu d'abord quelque chose qui se passe, une communauté en mouvement, des gens qui sont arrivés et qui ont fait le geste politique de l'occupation. Comprendre ce qui s'est passé là, en se plaçant à l'intérieur de la situation elle-même, dans l'expérience qui a été vécue, permet de décrire comment, à un moment donné, des gens ont exprimé une injustice avec ces mots, par exemple, « On n'est pas des marginaux, on a droit à un logement », slogan du mouvement droit au logement en France, même si, dès qu'ils ont occupé l'espace, quelqu'un est arrivé et leur a dit « vous êtes ma clientèle », etc., etc. La négociation vient après le premier mouvement, celui de l'occupation. Ce qui est important à comprendre, il me semble, c'est cet agir à la fois politique et urbain. Il marque une ligne de partage entre un avant et un après. Ce mouvement est une prise d'espace autant qu'une prise de parole. C'est le moment politique parce que c'est lui qui a créé une situation radicalement nouvelle. C'est pourquoi les acteurs de la marge, citadins sans ville, occupent une place à part, précaire mais exemplaire, dans cette ethnographie des mouvements qui font la ville. Le faire ville doit être entendu donc comme un processus sans fin, continu et sans finalité. Une sorte de théorie générale de la relativité urbaine. Il fait sens dans le cadre d'une expansion continue des univers sociaux et urbains. C'est pourquoi il paraît possible de faire l'hypothèse théorique que le faire ville est une déclinaison pragmatique, ici et maintenant, du droit à la ville, sa mise en œuvre. Le mouvement est essentiel dans cette conception de la ville comme construction permanente. L'une de ces déclinaisons est le déplacement. Il faut qu'il y ait déplacement. Ce dernier est présent déjà dans une autre notion qui a traversé toute la proposition du droit à la ville de Lefebvre, celle de centralité. Excusez-moi. Le mouvement vers le centre depuis les périphéries, depuis les banlieues, les faubourgs, comme écrivait Lefebvre, ou les zones de misère, est un déplacement, une conquête spatiale en quelque sorte. C'est ce qui illustre l'interprétation par Henri Lefebvre, reprise et amplifiée par David Harvey de la Commune de Paris de 1871, comme une lutte urbaine plutôt que prolétarienne. Car la Commune est, disent-ils, un désir de revanche et pour partie, je cite, une nostalgie du monde urbain détruit par Haussmann, et elle établit une relation avec les stratégies de contrôle et de modernité. Pour Harvey, la centralité historique a maintenant disparu, mais il y a une impulsion vers elle. Cette impulsion vers une centralité virtuelle qui incarne le cœur vital et l'identité de la ville, à la fois désir insatiable et mouvement infini de la frontière vers le centre et le moteur de l'agir urbain. L'anthropologie du faire-ville abordée d'un point de vue social, politique et culturel, dont j'ai parlé très rapidement, permet de mettre en évidence trois effets, trois composantes de l'agir urbain, que je résumerai pour conclure de la manière suivante. Premièrement, cet agir inclut la survie dans un écart. C'est tout ce que nous disent les campements, les squats, les arrivées d'étrangers, de migrants, de sans-abri dans les villes.
C'est, si l'on veut, pour reprendre une terminologie brésilienne et latino-américaine en général, c'est le premier geste, celui de l'invasion. Invasão, invasiones, c'est le terme par lequel on désigne toutes ces immenses périphéries des centres-villes, des villes intramurales. Donc le premier geste de l'invasion entendu comme désobéissance et comme illégalité assumée, même si le terme invasão au Brésil est maintenant considéré dans les milieux associatifs, académiques et des mouvements sociaux urbains comme un terme incorrect, alors que ce terme a longtemps été utilisé par tout le monde pour désigner ce qu'ailleurs on appelle la favela. Deuxièmement, l'agir urbain inclut et se poursuit dans une présence récalcitrante sur le lieu même de cet écart. Nous restons ici quoi qu'il advienne. Ou si on nous chasse, nous revenons. C'est donc la forme la plus établie, sinon complètement durable, de l'occupation. Troisièmement, cet agir urbain opère une transformation urbaine grâce à des mécanismes d'installation. Dans cette dernière configuration de l'installation, on peut observer trois déclinaisons possibles, à partir de trois exemples, je cite très rapidement. Comme vous le savez, en France, la reconnaissance des campements dits roms comme bidonville est l'objet d'une lutte sémantique. Celle-ci est menée par certains travailleurs sociaux, des associations et des chercheurs, d'une part, qui défendent le terme bidonville parce que cela tend vers une urbanisation de la question rome. Et d'autre part, la police, les administrations préfectorales, le ministère de l'Intérieur utilisent les termes camp, campement, généralement associés au terme population étrangère. Dans ce cas, c'est le paradigme sécuritaire, éventuellement humanitaire, qui prévaut. Dans cette même configuration de l'installation et de la transformation urbaine, on peut encore noter d'autres exemples très rapidement, comme bien sûr l'urbanisation des camps de réfugiés, voire maintenant la reconstruction urbaine planifiée avec des architectes et des urbanistes de camps de réfugiés palestiniens qui ont été détruits dans un conflit, comme ça a été le cas au Liban en 2007, et la reconstruction du camp de Nar el-Bared, où les gens sont partis dans un autre camp, ils se sont considérés déplacés pendant qu'on reconstruisait sur le lieu du camp une entité qui continuait à s'appeler camp, et donc qui était devenu finalement un camp-ville au sens littéral. Enfin, au Brésil, toujours dans cette configuration-là de l'installation et de la transformation urbaine, vous savez qu'au Brésil, la légalisation des favelas à travers la politique dite de favela bairro, favela quartier, on traduirait le bidonville devenant quartier, a fait l'objet donc d'une politique à Rio d'abord, puis dans d'autres villes, d'autres grandes villes brésiliennes, et puis ça s'est répandu dans d'autres villes latino-américaines. Donc depuis la fin des années 90, après une très longue période de tentatives répétées de la part des autorités urbaines d'éradication des favelas et de leur expulsion en dehors de l'enceinte, voire des périphéries de la ville. Alors dans ces trois effets d'invasion, occupation, installation, se trouve donc, à mon sens, ce mouvement exemplaire du droit à la ville en tant que droit d'être là et d'y avoir une vie urbaine. C'est à ce moment-là, dans cette pragmatique, que le faire ville devient l'objet réel et observable du droit à la ville. Au-delà de la nécessité humaine de fondation et refondation permanente des lieux, aussi précaires soient-ils, cette dynamique de la ville et de l'agir urbain montre le lien étroit entre la mobilité des personnes et l'expansion urbaine,
celle-ci étant une condition de la sédentarisation, même provisoire, et de l'ancrage local des personnes en mouvement. Locales, particulières ou précaires, les pratiques du faire-ville mettent ainsi au jour une certaine universalité de la ville, au sens où elle donne à voir des commencements, des genèses, des processus et des logiques de ville dont on ne connaît jamais la fin. Et je vous remercie.